un groupe de prolétaires a pris pour devise ce beau mot, savoir. Aussitôt, d'agréables souvenirs s'éveillent en moi. Je pense à cette opinion soudain éveillée et rassemblée, qui, par la seule puissance du regard, fit tomber ensemble les mensonges militaires et les mensonges politiques. Exemple unique dans le monde d'une révolution sans aucune violence. La menace d'une guerre étrangère était oubliée en même temps que la peur. Les droits de l'homme étaient élevés pour la première fois au-dessus de la patrie. Tout fléchissait devant la revendication de l'innocent injustement condamné. Le peuple, tranquille et assuré de sa force, comme assemblé en un amphithéâtre immense, écoutait avec mépris les meilleurs tragédiens de la politique. Le monde entier contemplait avec admiration ces assises de la paix. Ce fut le temps où la bourgeoisie et le prolétariat se mêlaient. Les plus instruits apportaient leur science au trésor commun et s'en retournaient plus riches. Il est clair que, dans ces universités populaires, le commerce fut d'amitié plutôt que de science. Et certes, il n'était pas besoin de lumière supérieure pour comprendre le jeu des tyrans, et pour rire quand ils voulaient nous faire trembler. Il en fallait encore moins, 10 ans plus tard, pour juger cette loi de 3 ans qui ne nous donnait ni un homme de plus, ni une heure d'avance, et qui n'était qu'un cri de guerre à la Russie alliée et à l'Allemagne ennemie. Je compris alors que j'avais trop méprisé l'adversaire. Le prolétariat isolé dans ses rêveries, la bourgeoisie fermée, les fonctionnaires prudents, la jeunesse résolue et muette, voilà ce qu'on vit. L'art de gouverner est plein de ressources, et nous nous trouvâmes ramenés soudain à l'enfance. Au fond, il était plus difficile d'intéresser les jeunes à leur propre sort que de les appeler au secours d'un seul innocent. Et cela est beau à dire. Mais la générosité sera dupe encore plus d'une fois. La voilà maintenant massacrée. La médiocrité a du champ devant elle. Cherchant donc comment nous pourrions tenir éveillée et défiante la jeunesse qui grandit maintenant, je voudrais tirer le meilleur fruit d'une expérience mémorable. Il y eut une sorte de conflit, en ce temps-là, entre les doctrinaires politiques et les instituteurs du peuple, car la grande affaire, pour nous autres, était de secouer toutes les croyances sans aucune précaution, et de tirer tous les dieux par la barbe. Mais tout partit à ces dogmes et ces dieux. Le difficile était d'amener nos amis à pratiquer cette libre gymnastique de l'esprit, où l'on ne considère point le plus proche et le plus pressant besoin comme étant, par cela seul, le plus utile à examiner. Nous apportions la culture, qui veut loisir, à des hommes sans loisir, et qui méprisaient souvent nos jeux de pensée. L'astronomie et la physique, en leurs détails, fatiguaient l'attention. L'histoire faisait rire. Le robuste auditoire ne pouvait croire que les peuples eussent jamais été assez sots pour suivre les politiques. C'est ainsi que l'homme se moque des passions de l'amour, tant qu'il n'en éprouve point les effets. Mais celui qui riait est le premier pris. Il faudrait, après une rude épreuve, sortir maintenant de naïveté et s'exercer à éprouver, par entraînement poétique, ces redoutables passions auxquelles on ne croit point assez. J'entends que ce qui manque le plus à nos amis les prolétaires, c'est moins la science des choses, assez facile pour l'essentiel, que cette antique science de la nature humaine, dispersée dans les grands livres qu'il faut lire 20 et 30 fois. Et si la 30e lecture est agréable, la première est ingrate et difficile.